Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan en surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Où va la pluie dans ce monde incertain? Et je me dirige à présent du côté de l'éco-campus de Lyon. L'éco-campus de Lyon qui présente un certain nombre de nouveautés. On va y retrouver notre prochain intervenant pour nous guider à travers cet éco-campus. Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan en surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Avec Altran, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur auprès de la métropole du Grand Lyon. Oui, c'est ça, je suis ingénieur à la métropole du Grand Lyon, à la direction du cycle de l'eau et je m'occupe beaucoup de gestion des eaux pluviales en ville. Alors où se trouve-t-on actuellement ici ? Alors ici, nous sommes sur le site de l'éco-campus de la Doua. Donc c'est un site universitaire qui a été construit dans les années 1950 sur un ancien terrain militaire et hippodrome, donc le site de l'INSA. Et ensuite, dans les années 60-70, l'université Claude Bernard, de l'autre côté, que l'on voit au bout là-bas, a été aussi construite. Et puis, depuis les années 2008, donc, l'ensemble du site fait l'objet d'une réhabilitation donc, sur les bâtiments pour essayer d'avoir un laboratoire du développement durable sur la ville. Et donc, entre autres, on travaille beaucoup sur la biodiversité et la gestion des eaux de pluie. Et c'est dans ce cadre qu'on se retrouve justement pour voir un certain nombre de projets qui ont été mis à l'œuvre et notamment on se dirige là à présent vers des expérimentations qui ont été faites en matière de matériaux poreux. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, vous savez qu'en ville, on a beaucoup d'asphalte ou de béton, donc c'est des matériaux qui sont complètement imperméables. Quand il pleut sur ces matériaux, l'eau de pluie va ruisseler et rejoindre le réseau d'assainissement. Donc, dans beaucoup de villes européennes, on va être avec ce qu'on appelle des réseaux qui sont unitaires, donc sur lesquels on va mélanger les eaux usées qui sortent des maisons avec les eaux de pluie. Alors, le problème de ces systèmes unitaires, c'est que quand il pleut beaucoup, les réseaux se mettent en charge, beaucoup d'eau de pluie rentre à l'intérieur et pour éviter les inondations et les débordements, on a des petits ouvrages qui s'appellent des déversoirs d'orage et qui vont jeter ces eaux usées directement dans le milieu naturel sans être traitées à station d'épuration. Donc ça dégrade beaucoup nos matériaux. Alors ça, c'est un souci aussi parce que vous savez, on est dans une période de changement climatique avec de plus en plus de pluie, des pluies qui vont être plus importantes et donc beaucoup de ruissellement avec des pollutions importantes. Donc on s'est dit que c'était dommage d'envoyer toute cette eau de pluie qui est aussi une ressource dans les réseaux d'eau usée. Et donc on essaye de travailler sur la porosité des matériaux et essayer de faire que l'eau de pluie qui tombe sur les matériaux passe à travers ces matériaux. Donc c'est ce qu'on appelle des matériaux poreux. Et de quelle manière ça a pu être mis en œuvre ici au sein de l'éco-campus de Lyon ? Alors on va le retrouver essentiellement sur des parkings où les voitures se stationnent. Donc on va retrouver des asphaltes, donc du goudron qui va être poreux, où l'eau va passer à travers, et des bétons aussi qui sont poreux. C'est ce qu'on va aller voir là. Puis on remarque aussi, puisqu'on est au cœur là, de cet éco-campus de Lyon, qu'il y a de plus en plus la volonté aussi, contrairement peut-être à ce qui était fait précédemment, de plus tondre complètement les pelouses, de laisser davantage l'herbe sauvage. Ça aussi, j'imagine que c'est dans une perspective de respect davantage de la biodiversité. Tout à fait, c'est pour respecter la biodiversité, c'est ce qu'on appelle la gestion différenciée. Donc on va laisser des zones sur lesquelles on a un peu plus d'herbe, des zones qui vont être un peu plus tondues. Et ce qui est important, vous voyez, en général, sur les bords, il y a une tonte puisque ça donne l'impression qu'il y a réellement un entretien. Et les espaces qui ne sont pas tondus sont au milieu de ces espaces verts. De construire un tel parking comparativement à un parking classique où là c'est très asphalté, où c'est très imperméable, est-ce que le coût est beaucoup plus important ? Alors normalement, les coûts ne devraient pas être plus importants puisqu'on a moins de matériaux. Voilà, sauf que les entreprises aujourd'hui ne savent pas forcément très bien faire ces travaux et les coûts sont encore un petit peu supérieurs à ce qu'on retrouve d'habitude. Mais c'est surtout sur la mise en œuvre qui prend un peu plus de temps qui fait que c'est un peu plus cher. Et ça demande vraiment de travailler vraiment très très à plat pour qu'il n'y ait pas de ruissellement. Parce que dès que l'eau va ruisseler quand il pleut beaucoup, dans les zones qui vont être basses, on va avoir une accumulation de sable et de petites particules qui vont
faire que le parking va se colmater et ne va plus être poreux. D'où l'importance d'avoir vraiment quelque chose de très très droit. Et c'est cette technicité qui est parfois compliquée pour les entreprises. Ce qu'on ne voit pas aussi, mais je voulais montrer, on est passé devant un bâtiment sur lequel il y a des toitures végétalisées. Donc là aussi, c'est un système qui est au bout d'où on vient, un système très intéressant pour la désimperméabilisation de la ville, parce que ça permet, cette végétation sur les toits va permettre de capter l'eau qui va tomber du ciel. Ça va lui permettre aussi d'être évaporée et là aussi de rafraîchir la ville. Donc il y a beaucoup de travail, d'expérimentation sur ces toitures végétalisées où on regarde les abattements de la pluie, on va regarder là aussi comment ça permet de traiter la pollution, l'évapotranspiration qui est mise en place pour le rafraîchissement de la ville. Ce site de l'éco-campus est vraiment très intéressant puisque on a ici des gens qui travaillent sur l'urbanisme, travaillent sur la gestion de l'eau. Et c'est vraiment un point de rencontre entre la métropole de Lyon et les chercheurs, en particulier au travers d'une association qui s'appelle le GREI et l'OTU, qui a un observatoire de terrain justement de l'hydrologie urbaine. C'est pour ça qu'on arrive entre les opérationnels qui vont travailler sur la construction de la ville et les chercheurs de mettre au point de nouvelles techniques. Et là, on termine donc par le jardin Le Doigt Vert. De quoi s'agit-il? Le doigt, pas D-O-I-G-T, mais le doigt D-O-U-A. Ah oui, le petit jeu de mots sur la doigt. Et c'est des espaces qui sont des jardins partagés pour les étudiants. Au printemps, ils sont retravaillés avec des légumes, des comestibles. Vous voyez, il y a des nids à insectes aussi, des hôtels à insectes sur lesquels on cherche à avoir une diversification des insectes qui sont là. Il y a vraiment ce lien entre l'eau, la végétation, le sol aussi. On va rechercher à avoir des sols vivants pour développer au maximum la biodiversité. Et évidemment, tout ça, tout ce dont on vient de parler, ça participe à une meilleure qualité de vie en ville. Et c'est justement ce dont il va être question dans quelques instants. Hervé Caltran, je rappelle, vous êtes ingénieur auprès de la métropole du Grand Lyon. Merci beaucoup. Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan en surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Où va la pluie dans ce monde incertain? Hervé Caltran, je vous propose à présent qu'on quitte l'éco-campus de la Doigt à Lyon. On se téléporte, on va de l'autre côté de l'Atlantique et on se retrouve du côté de Montréal, de l'arrondissement Outremont. On va dans le parc Pierre Dansereau. Ça vous tente? Allez, ça me tente tout à fait, je te suis. À tout de suite. On y va et on y retrouve à présent Julie Weiss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, vous êtes à la direction du cycle de l'eau à la métropole de Lyon. À vos côtés également Stéphane Senghor, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, notamment en économie sociale et solidaire. Pascal Rouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes urbaniste, également présidente fondatrice des ateliers Hublot à Montréal. On parlait justement de l'éco-campus de la Doigt, un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites sur place, notamment avec ce qu'on appelle les nous. Comment est-ce qu'on pourrait envisager, Julie Weiss, de généraliser ces expériences qui ont été menées sur l'éco-campus de Lyon, l'éco-campus de la Doigt, et penser peut-être les généraliser partout ailleurs? Quand on réfléchit à un espace pour gérer les eaux pluviales à la source, on fait appel et on intègre l'ensemble des acteurs et usagers de l'espace. Et si on peut mutualiser et optimiser l'usage du lieu, on essaye d'y créer des usages par exemple récréatifs. Ça a un double intérêt. Non seulement on vient optimiser l'espace d'un point de vue économique pour un même mètre carré apporter diverses fonctionnalités au lieu. Et en plus, cet espace va être mieux respecté par les citoyens parce que l'ouvrage sera aussi un lieu où ils viendront y prendre du plaisir et avoir du bien-être, donc il sera plus respecté. Donc pour nous, techniciens, ça a un intérêt. Et enfin, ça permet l'amélioration du cadre de vie. Donc on souhaite vraiment chercher, quand on
veut essaimer ces pratiques de gestion des eaux pluviales à la source, de travailler sur ces multifonctionnalités des espaces. Au Québec, il y a une expérimentation aussi qui est assez intéressante, ce qu'on appelle la ruelle bleue-verte. Il y a une première ruelle qui a été mise en place dans le quartier Pointe-Saint-Charles, pas très loin d'ici, à Montréal. En quoi ça consiste exactement, Pascal Rouillet, ces projets de ruelle bleu-verte? Le projet de ruelle bleu-verte visait vraiment à expérimenter des nouveaux modèles de gouvernance, de gestion de projets et d'appropriation de ces projets-là sur toutes les phases, depuis la planification, la conception, la construction et après dans la phase ultime d'opération et d'entretien de ces projets-là. Ça passe même par le financement, bien entendu, des projets, les autorisations aussi. Donc l'objectif des ruelles bleu-verte en soi, c'est d'expérimenter sur ces modèles de gouvernance, mais c'est aussi de trouver des modèles rapides, de s'adapter pour diminuer les surverses et les débordements en venant déconnecter les drains des toits plats sur les bâtiments existants, puisqu'on se rend compte que la majeure partie des problèmes dans nos réseaux proviennent des quartiers déjà bâtis, donc du cadre bâti déjà existant. Donc c'est une double intervention. Avec ce projet-là, on a forcément une belle implication des citoyens, des propriétaires, parce que l'objectif ici du nouveau modèle de gouvernance proposé, c'est une mutualisation. Julie en parlait tout à l'heure, mais une mutualisation de l'espace, donc de l'ouvrage physique sur le terrain, de l'ouvrage de gestion des eaux de pluie, mais aussi une mutualisation à l'ensemble des phases du processus de gouvernance, donc de la conception à l'entretien en passant par le financement. Donc cette double mutualisation, bien sûr, va cotiser à l'amélioration du cadre de vie prioritairement par bien entendu la sécurisation au niveau de la gestion des eaux de pluie, mais aussi sa mise en valeur, sa mise en scène de ces eaux de pluie-là, et bien entendu aussi la contribution à l'ensemble des bénéfices écosystémiques qui va venir avec îlots de chaleur, lutte aux îlots de chaleur, biodiversité, humidification, etc. Donc on vient vraiment ici travailler grâce à ce projet-là sur un cadre de vie, disons, de qualité. Il y a plusieurs projets qui ont été mis en place à l'échelle du Québec. Là, on parle de ce projet de ruelle bleu-verte, donc notamment dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal. Également, on pourrait parler de Fleurs de Macadam, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Il y a également des projets à Québec, la ville de Québec, le projet Champagnac. Peut-être, Hervé Caltran, vous pouvez nous parler de ce projet que vous avez découvert également récemment lors de cette visite au Québec. C'est un projet très intéressant de la ville de Québec, donc d'un réaménagement d'une voirie très très large à côté d'une école. Et l'idée était de rétrécir cette voie, de faire un trottoir et des nous plantés, donc juste à côté de l'école, de la cour de récréation. Donc vraiment c'est quelque chose de très intéressant aussi qui améliore franchement le cadre de vie pour les enfants qui sont à côté. On a vraiment l'impression que la voirie et la rue est intégrée dans l'école ou que l'école est intégrée dans la rue. Plus facile pour les parents aussi de venir chercher les enfants en sécurité avec des trottoirs. Donc on voit qu'on peut complètement marier la gestion des eaux de pluie avec le cadre de vie et l'amélioration justement de ce cadre de vie qui est parfois très, très urbain et assez froid ou dangereux pour les gens qui habitent à proximité. Lorsqu'on parle d'amélioration du cadre de vie, peut-être Stéphane Senghor, vous avez vous une vision à différents niveaux puisque vous avez cette vision au Québec mais aussi en Afrique, en particulier au Sénégal où vous intervenez. De quelle manière justement vous avez pu constater que par vos actions, je sais que vous êtes très, très impliqué dans l'économie, notamment sociale et solidaire, vous avez pu justement améliorer le cadre de vie à travers les actions que vous avez menées sur les rives de certaines rivières? En y pensant bien, je vois de certains projets comme le projet Vivre avec l'eau, auquel j'ai pu participer. Et, dans le cadre... En quoi ça consiste? Alors voilà, c'est un projet qui a eu lieu il y a maintenant 10 ans dans les banlieues de Dakar, donc à peu près un territoire couvert par près de 920 000 personnes qui habitent, donc un territoire bâti, spontané, où il fallait trouver un moyen d'intégrer cette problématique de ruissellement des eaux pluviales et de leur valorisation, au lieu de penser directement à un rejet directement vers l'océan, qui est une pratique traditionnelle et celle qu'on a encore aujourd'hui. Donc le concept de ce projet, c'était vraiment de voir comment est-ce que l'eau pluviale pouvait être une ressource au lieu d'être considérée comme un déchet. Donc ça consistait également à pouvoir prévoir des aménagements qui permettaient de pouvoir stocker cette eau
mais aussi y greffer, comme l'ont dit ceux qui m'ont devancé, d'autres fonctionnalités pour que cette eau puisse être vue comme une ressource à son plein potentiel, mais aussi que ça puisse contribuer à frapper l'imaginaire des résidents. Parce que voilà, la qualité de l'eau dépend également de la qualité de l'information que les résidents ont et du traitement qu'ils lui accordent. Quel bilan justement vous tirez de cette action? Quels ont été les obstacles peut-être à ce changement de perspective, ou au contraire, de quelle manière ça a été pris en considération, accepté, mis en place par la population? Il faut se battre beaucoup avec les ingénieurs parce que le tout à l'égout est vraiment très très populaire. Donc c'est clair que lorsqu'on arrive avec des alternatives, il faut vraiment se battre pour pouvoir prouver leur validité. Et donc des petits projets pilotes comme ça ont permis de pouvoir montrer quand même que cette eau pouvait être servie, on pouvait s'en servir pour l'agriculture, en transformant les pratiques des habitants. Mais on pouvait déjà instaurer cette idée de conservation de la ressource, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'eau pluviale. Le comportement qu'on adopte avec l'eau pluviale en considérant l'eau comme une ressource a un effet sur l'eau du robinet également, parce qu'on en prend plus conscience. C'est changer notre regard sur l'eau finalement. En d'autres termes, je dirais ça, oui. Pascal Rouillet. La ville de Québec parle de label de rue conviviale. Et c'est vraiment ce qu'on a ressenti sur le projet de la rue Champagnat. Et quand j'entends ici Stéphane parler de ces projets aussi, c'est la convivialité que la mise en valeur de l'eau, que la mise en valeur du verdissement va apporter. Et c'est cette convivialité-là qui va vraiment contribuer à la qualité de vie par l'eau, par sa visibilité. D'autres labels apparaissent, on parlait dans un autre épisode là, de labels, mais d'autres labels apparaissent autour de ces projets qui mettent en valeur l'eau et l'eau de pluie, comme le label stationnement éco-responsable des conseils régionaux de l'environnement ici, contribue aussi à inciter à cette mise en valeur-là, mais autour de la qualité de vie, de manière générale. Par le terme de convivialité, il y a aussi la convivialité, c'est être ensemble, et ça renvoie aussi à la raison d'être de l'eau. On n'en parle peut-être pas suffisamment, mais l'eau, c'est avant tout un bien commun. L'eau, on ne la possède pas, c'est un bien commun. On possède la force, par exemple, à travers les barrages qu'elle peut produire, mais pas l'eau en tant que telle. Est-ce qu'on devrait revenir finalement aux origines? Est-ce qu'on devrait repenser finalement le statut même de l'eau et notre rapport à l'eau pour améliorer cette qualité de vie, peut-être, Julie Weiss? Effectivement, l'eau et ces sites qui participent à améliorer ce cadre de vie via cette ressource permet d'offrir des lieux de rencontre où les citoyens viennent se socialiser, organiser des événements, participer à des activités communautaires. On va pouvoir proposer des marchés, des places de marché, des festivals, des lieux de rencontre ou d'activités sportives ou autres. Et donc, on vient vraiment redonner un espace aux citoyens par ce biais-là. Ça peut aussi participer au renforcement du sentiment d'appartenance à une communauté, un sentiment d'égalité, d'inclusivité. Ça fait penser finalement là aussi aux fontaines des villages, où tout le monde se retrouvait autour de la fontaine, autour du puits. Je n'irais pas jusqu'à dire autour aussi des lavoirs, parce que là c'est une activité quand même pénible, mais quand même ça montre aussi que l'eau est un vecteur aussi de rassemblement et de cohésion pour un village, pour une communauté, pour un quartier. Ça, vous avez pu le constater, Stéphane Senghor? Absolument. Et l'importance de l'eau dans un contexte comme ceux des pays sahéliens, c'est clair que l'eau a une importance vitale et on la ressent de plus en plus avec tous ces phénomènes auxquels on est confronté, les changements climatiques et j'en passe. D'autant plus que la majeure partie des pays du Sahel sont frappés par des phénomènes qui sont aussi extrêmes que autant les sécheresses que des pluies subites qui inondent des quartiers et des villes. Donc, ils n'ont pas le temps vraiment de pénétrer dans le sol. Absolument pas. Il n'y a pas de réseau qui soit en mesure de pouvoir évacuer cette eau-là à la vitesse où le citoyen aimerait. Donc il faut réussir à cohabiter avec cette eau-là ou encore cohabiter avec des solutions qui nous permettent de pouvoir la gérer pour qu'elle puisse avoir le maximum d'utilité.
On ne peut pas être dans une ville comme Dakar où il pleut 3 mois dans l'année et les autres 9 mois, on a un énorme besoin d'eau et que la seule solution, ce soit de prendre cette eau et de la rejeter directement à la mer. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça oblige à faire? Repenser les infrastructures, notamment on imagine de stockage de cette eau pour pouvoir les 9 autres mois de l'année en bénéficier de cette eau qui tombe si peu? Mais la voir comme une richesse d'abord, et puis imaginer encore dans cette idée de superposer des fonctions et des utilités qu'elle peut avoir d'un point de vue social, d'un point de vue économique. Et il y a des solutions que l'on prend, quand je pense au tout tuyau qui coûte extrêmement cher, il y a d'autres solutions qui sont peut-être plus agréables, qui permettent à un territoire de gagner en attractivité, à des emplois de se créer autour de cette richesse-là et de cette ressource. Donc ne le regarder que sous l'angle de l'évacuation parce qu'on a un problème lié à un contexte particulier, je pense que c'est occulter vraiment toute la richesse de cette ressource-là. Et puis lorsqu'on parle d'eau, de qualité de vie en ville également, avec Altran, à Lyon évidemment, vous êtes riche en eau avec à la fois la Saône et le Rhône. Là aussi ça participe évidemment à la qualité de vie dont on peut bénéficier à Lyon. Ça fait partie des éléments qui sont très intéressants pour la qualité de vie. Il y a d'ailleurs des gros projets. Alors on n'est pas forcément sur la gestion des eaux pluviales, mais plutôt sur le réaménagement du bord du fleuve, suppression des places de parking qu'il y avait dans les années 70 pour relaisser la place aux citoyens avec des promenades, que ce soit sur les rives du Rhône, que ce soit sur les berges de Saône aussi. Donc il y a vraiment une recherche de ce cadre de vie qui est une demande aussi du citoyen et de l'habitant de retrouver du lien avec l'eau, retrouver du lien avec la nature, surtout après les épisodes de Covid qu'on a connus où tout le monde était enfermé chez lui. Donc il y a vraiment cette recherche aussi de cadre de vie et de besoins pour des gens qui sont plus ou moins enfermés en ville et qui n'ont pas la possibilité de sortir, de ramener la nature et ramener l'eau vers ces gens-là. C'est un constat aussi qu'on peut faire au Canada, Pascal Rouillet. Oui, exactement. Je rebondis sur ce que dit mon collègue Hervé. On a l'air là de dire la qualité de vie, ça semble faire en sorte que ça va de soi qu'on va prendre en considération nos eaux de pluie d'une manière ou d'une autre. Mais en soi, on cherche encore des arguments pour faire valoir ces pratiques-là et inciter tout type de décideurs, de gestionnaires et d'utilisateurs à aller de l'avant avec cette mise en valeur sur le territoire. Alors un argument, c'est effectivement la qualité de vie. Et qu'est-ce que ça fait cette qualité de vie? C'est l'argent qui finit toujours par parler. Cette qualité de vie, elle vient hausser la valeur du foncier, elle vient hausser la valeur de l'immobilier. Et quand on a un propriétaire en face de nous, qu'il soit privé ou municipal, cette hausse du foncier et de l'immobilier, on a été capable de la qualifier avec des économistes. Et on parle, face à un ouvrage de biorétention végétalisée devant une propriété, d'une hausse d'en moyenne 4% de la valeur foncière et immobilière. Donc c'est sûr que ça entraîne d'autres débats que d'autres organisations portent sur l'éco-embourgeoisement, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais en soi, ça peut aussi devenir un incitatif à aller de l'avant pour les propriétaires. Comme ces qualités de vie aussi, cette sécurisation du cadre de vie par ces ouvrages peut aussi de plus en plus entraîner des avantages auprès des assureurs, par exemple, ou auprès des banques et des prêteurs. Donc tout ça va devenir un argument que la qualité de vie et l'amélioration du cadre de vie devient incitatif à la mise en place de ces pratiques et à leur répétition. Donc je pense que c'est très important de pouvoir le mentionner. Donc un véritable cercle vertueux qui se met en place donc autour de cette amélioration du cadre de vie, amélioration de la qualité de vie en ville, notamment en privilégiant ce rapport à l'eau, ce taux de ruissellement, cette eau aussi qui est là et parfois qu'on ne voit plus vraiment. Merci à nos 4 invités de nous en avoir parlé aujourd'hui. Hervé Caltran qui est ingénieur qui travaille pour la métropole de Lyon, Pascal Rouillet, urbaniste, présidente fondatrice des ateliers Hublot à Montréal, Julie Weiss qui est ingénieur pour la direction du cycle de l'eau à Lyon et puis également Stéphane Senghor qui est entrepreneur en économie sociale et solidaire. Merci beaucoup à tous les 4. Où va la pluie quand elle s'efface? Rivière lente ou océan en surface? Quel mystère chaque goutte t'entraîne? Où va la pluie dans ce monde incertain?
Rivière lente ou océan en surface, quel mystère chaque goutte t'entraîne. Où va la pluie dans ce monde incertain?